Bonsoir Bouba, bonsoir à tous. Ndiaga Sylla, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Ndiaga, vous êtes du Front pour la refondation des institutions du Sénégal et aviez appelé à voter non au référendum du 20 mars. Êtes-vous de ceux qui contestent les résultats du scrutin à l'image de la coalition de l'opposition Gortia-Wardien? Il faut dire qu'au niveau du Front, nous étions donc concertés après, donc au lendemain donc du scrutin pour d'abord produire une déclaration qui avait d'ailleurs été intitulée « Le peuple a dit oui au président et maintenant ». À travers donc cette déclaration, nous avons reconnu que le président de la République a gagné le pari politique avec un taux de participation réelle, je dis bien réelle, de près de 60%. Oui, donc vous reconnaissez les résultats du référendum. Nous reconnaissons les résultats du référendum, oui. Même si, quelque part, il y a eu beaucoup de taches noires, notamment le fait qu'on ait privé à près de 200 000 électeurs le droit fondamental de vote garanti par la Constitution par le seul manquement de l'administration. Ce n'était pas simplement cela. Nous tous, nous avons constaté que les Sénégalais ont été détournés du véritable sens de cette consultation. Parce que finalement, on a l'impression que c'était une élection. Mais il faut quand même savoir tourner la page. Maintenant, venons-en au taux de participation ou d'abstention. C'est selon vous dites qu'on a eu un taux de participation réel de 60%. Expliquez-nous. Absolument. Et non 38%. Quand je l'ai dit, oui. C'est vrai, officiellement, le taux de participation est de 38%. Ça, même un élève de CM2 peut le faire. C'est juste le rapport entre le nombre de votants et le nombre d'électeurs dans le fichier, contenu dans le fichier. Maintenant, nous allons plus loin. En tant que techniciens, nous savions tous, justement, oui. nous savons tous que le fichier électoral constitué à partir de 2005-2006 est aujourd'hui vieux de 10 ans. Donc, il comporte un stock mort très important. D'abord, nous pouvons plus aujourd'hui dire que ce fichier contient près de 300 000 personnes décédées. Et ça, nous ne l'avons pas inventé. C'est le rapport effectivement de la mission d'audit internationale qui avait été commandité, donc avec l'accord du gouvernement, auquel d'ailleurs nous avions pris part à l'époque, qui avait révélé que, en moyenne, 30 000 personnes décèdent. Électeurs donc continuent dans le fichier décès par année. Donc au terme de 10 ans, ça fait 300 000. Mais le même rapport avait révélé à partir des enquêtes de terrain qu'en 2011, que sur les Sénégalais inscrits, il y avait une bonne partie qui migrait, qui changeait donc d'adresse. Vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur quand il dit qu'il y a 1 500 000 électeurs qui doivent sortir du fichier? Nous sommes d'accord et nous allons même plus loin. Oui. Mais la question fondamentale qui se pose, pourquoi attendre maintenant pour le dire? Nous avions pensé que compte tenu justement des projections qui avaient été faites, j'étais en train de dire que parmi les électeurs, il y a en moyenne 1,8% qui migrent sans pour autant effectivement se rapprocher d'une commission administrative pour modifier leur inscription. C'est valable pour les migrations de l'intérieur comme ceux qui sont à l'extérieur. Alors, ça fait combien? Ça fait, au terme de 10 ans, ça fait 18%. 18% de 5 millions, ça fait pratiquement 1 million, près de 2 millions. Quand j'ai calculé, c'était 990 000 électeurs. Ensuite, il s'ajoute, selon les chiffres d'ailleurs indiqués par le ministère de l'Intérieur, au terme des élections locales, le ministère a annoncé qu'il y a 303 000 cartes d'électeurs non retirées. Et à cela s'ajoute maintenant les 183 000 électeurs à qui on a privé le droit de vote. Mais même si, en fait, du point de vue scientifique, nous n'avons pas fait le sondage réel, mais nous savons qu'aujourd'hui, entre 5% et 10% des Sénégalais ont soit perdu leur carte d'identité ou leur carte d'électeur. Donc ce nombre qui avoisine 2 millions d'électeurs, qui sont dans l'impossibilité effectivement de participer donc, au référendum ou à une élection, en fait, on ne peut pas les considérer du point de vue de la réalité comme effectivement des abstentionnistes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons tiré la conclusion que si le Sénégal va aux élections avec ce fichier-là, que ce soit une présidentielle, encore moins des élections législatives, on ne pourra pas effectivement approcher la barre des 50%, voire des 55%. Que faudrait-il faire pour permettre à un maximum de Sénégalais en âge de voter, en plus de ceux qui sont déjà détenteurs de la carte d'électeur, de participer quand même à un rendez-vous important qui est celui d'aller voter? Oui, nous avons quand même regretté le fait que le référendum qui ne se tient pas
tous les 5 ans, n'a pas été l'occasion pour bon nombre de jeunes Sénégalais de pouvoir effectivement s'exprimer. Cela, nous l'avons profondément regretté. Ceux qui ont eu 18 ans, par exemple, le jour du référendum. Ils étaient nombreux. Sur les 183 000, les 150 000 ont entre 18 ans et 24 ans. Nous-mêmes, nous n'avons pas été suivis. Nous avons lancé un appel. Quand, effectivement, le ministère de l'Intérieur a réuni les deux courants pour trouver un consensus, nous avions proposé mieux. Nous avions demandé qu'on permette aux Sénégalais de voter soit avec la carte d'identité, soit avec la carte d'électeur. Encore une fois, nous nous sommes fondés sur une étude faite par l'Union européenne, qui établit sur 23 pays que le Sénégal est le seul pays où effectivement nous avons un fichier numérique, nous avons en fait un croisement entre les fichiers de la carte d'identité et les fichiers de la carte d'électeur, alors qu'on exige la présentation des deux pièces et tout le monde sait que les mêmes données qui sont sur l'une des pièces sont dans l'autre et que ce sont ces mêmes données effectivement qui sont répertoriées au niveau effectivement donc des listes d'émargement le jour du bureau de vote. Hier, quand j'ai fait un post sur Facebook, un Sénégalais de Lyon m'a dit « Michel Sylla, nous avons été bon nombre de Sénégalais qui n'ont pas pu voter justement en France parce que nous ne disposions pas en fait d'une carte nationale d'identité. Nous nous sommes présentés avec notre passeport, avec notre carte d'électeur. » Vous voulez une fusion des deux? C'était possible, c'était possible. Maintenant, je pense que nous étions en fin de cycle. Et le référendum par nature devrait être une occasion de simplifier les procédures. On pouvait le faire, c'était même l'occasion pour expérimenter le bulletin unique, mais on l'a raté le rendez-vous. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion, dans le cadre de se projeter vers l'avenir, et justement de se mobiliser, de réfléchir ensemble pour faire une refonte, soit partielle ou totale, mais dans tous les cas, il faudra forcément aller vers une simplification de processus, comme d'ailleurs l'a recommandé non seulement la Sénat, le comité de veille, mais aussi effectivement les rapports effectivement, donc, de toutes les missions d'observation des élections de 2012. Vous êtes le coordonnateur du département démocratie et processus électoraux au niveau du GRADEC, structure qui s'occupe des questions de démocratie. Est-ce que le Sénégal est en retard par rapport à son fichier électoral comparé à d'autres pays africains, même africains? Est-ce qu'on est en retard? Je dois dire que quand nous mettions en place ce fichier, nous étions pratiquement en avance. Je ne parle même pas par rapport aux pays d'Afrique, mais par rapport même au monde. Parce que nous avions effectivement, il y a 10 ans, bâti un fichier biométrique, avec effectivement, donc, véritablement, un croisement de données entre le fichier d'identité et le fichier des cartes d'électeurs. Mais entre-temps, il y a des pays qui, au-delà justement de ces deux principes, sont allés justement jusqu'à appliquer l'identification, le système d'identification à l'intérieur du bureau de vote. C'est le cas effectivement du Ghana, c'est le cas du Niger, c'est le cas récemment de la Côte d'Ivoire. Il y en a même qui utilisent le système des smartphones. Je pense que donc, ça, il faut aller effectivement donc, pour ne pas effectivement donc, être devancé, il faut effectivement donc que nous parvenions ensemble, à partir des règles consensuelles, à comprendre effectivement qu'il ne sert rien à verrouiller effectivement le système. L'essentiel, c'est qu'avec ce fichier numérique qui a effectivement été attesté par la mission internationale d'audit du fichier de 2010-2011, il était quand même important, disons, de desserrer un peu l'étau pour permettre effectivement aux électeurs, avec le minimum effectivement donc de pièces d'identification, pour pouvoir effectivement donc voter accomplir le droit civil et politique. Comment arriver à cette refonte du fichier électoral? Vous êtes pour, vous l'avez dit clairement, alors que les acteurs ne se font pas confiance. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous ne cesserons jamais de le rappeler. Le plus important, en tout cas les acteurs politiques. Le plus important, oui, c'est qu'on puisse s'entendre sur les règles. Parce qu'au fond, on ne sait pas a priori pour qui un électeur va voter demain. Je pense, je l'ai dit il y a d'ailleurs une dizaine d'années, à l'occasion d'un forum international sur la démocratie et les processus électoraux en Afrique, j'ai dit qu'il faut que nous arrivions en Afrique à nous entendre sur les règles. À faire en sorte que, ne serait-ce que pour ce qui concerne les aspects liés à la préparation matérielle des élections, qu'on puisse effectivement, les bureaux de vote, les listes électorales, etc., qu'on puisse véritablement faire à l'image du football. Lorsqu'une équipe perd un match, cette équipe-là ne va jamais remettre en cause le poids du ballon, la dimension du terrain, etc. Parce que ça, c'est des règles prédéfinies, acceptées par tous. Il faudrait aussi que, pour ce qui concerne le système électoral, qu'on puisse justement nous entendre sur les règles et laisser le peuple sénégalais souverain, effectivement, donc choisir librement à travers un vote. Récusez-vous ou pas le ministre de l'Intérieur actuel? Vous savez, moi, il y a plusieurs années, j'ai dit que le Sénégal a atteint un niveau où l'organisation de l'élection
certes, revient matériel, je dis bien, revient au ministère de l'Intérieur. Mais nous avons une commission électorale nationale autonome. Nous avons des partis politiques qui ont la possibilité de contrôler, et ça c'est des dispositions du code électoral, qui ont la possibilité de contrôler le processus électoral du début à la fin, y compris d'ailleurs la gestion du fichier électoral. Et une société civile aussi qui, effectivement, veille à suivre le processus, non seulement à informer les populations, mais aussi à la capacité, effectivement, donc, de suivre le processus. Pour vous, ce n'est pas un problème de ministre de l'Intérieur? Non, ce n'est pas un problème de ministre de l'Intérieur. Très bien, alors. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Ndiaga Sylla, maintenant que la réforme constitutionnelle est adoptée, quelles sont les avancées qu'elle contient, selon vous? Bon, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de respecter le choix du peuple. Nous avons clairement dit que le peuple a dit oui à M. le Président, mais nous avons ajouté par devoir de génération que cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas et donc nous avons invité, et dans les prochains jours d'ailleurs, nous allons effectivement œuvrer à cela, nous allons inviter le Président de la République à ne pas fermer, au nom de l'idéal que nous partageons, au nom du même but que nous partageons, à ne pas fermer les portes de la réforme. Et vous parlez de refondation des institutions. Cela renvoie à quoi exactement? Justement, parce que pour nous, il est extrêmement important de ne pas se focaliser simplement à la capacité de nos institutions à garantir des alternances démocratiques. Parce que pour nous, la capacité de performance de nos institutions dépasse bien cela. Il s'agit justement de créer les conditions pour que le citoyen, à travers justement un développement social, culturel, économique et même culturel, puisse justement arriver à voir ses préoccupations donc prises en compte. Alors c'est pour cela que nous avons pensé que le socle sur lequel reposent justement nos institutions était un socle qui n'était pas adapté justement à l'évolution de notre système démocratique et d'ailleurs à l'éveil effectivement des consciences citoyennes. Mais c'est une progression, c'est une marche. On vient de poser quelque part, l'essentiel est que nous allons continuer effectivement à inviter, à travers aujourd'hui, et c'est notre niveau le plus cher, nous invitons aussi bien le président de la République, mais que l'ensemble des autres acteurs à accepter à travers un dialogue sincère, constructif, effectivement, au consensus qui nous permettrait effectivement donc d'asseoir des institutions quand même capables de s'adapter à la marche de notre pays. Que trouvez-vous de positif dans la réforme là, adoptée dimanche dernier? Bon, il faut dire que ces réformes, pour l'essentiel, oui, il faut le dire, nous l'avons jamais remis en cause. Pour l'essentiel, ces réformes sont adossées aux conclusions de la CNED. Mais nous avions pensé qu'il fallait aller beaucoup plus loin que cela. Très bien. Merci. Ndiaga Sylla, vous êtes du Front pour la refondation des institutions. Vous êtes expert électoral. Bouba Sefidi, moi, je m'en vais présenter à la communauté catholique mes vœux de bonne fin de carême et aussi de joyeuses Pâques par anticipation. Merci et excellente soirée.